Cela renforce la défiance de nos concitoyens qui peuvent légitimement se poser la question : si le Gouvernement ne respecte pas la Constitution et les institutions, à quoi alors sert-il de voter ? Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si nous sommes réunis dans cet hémicycle pour évoquer le CETA, ce n'est malheureusement pas l'initiative du Gouvernement. Non, chers collègues, c'est le groupe CRCE qui vous y invite, et ce pour la deuxième fois, après le débat que nous avons initié ici même en novembre 2018, un an après sa mise en application provisoire. Mais depuis 3 ans, des parlementaires de quasi tous les groupes qui composent cet hémicycle ont demandé au Gouvernement des précisions sur ce traité et sa date de ratification. Et nous pensons que le Sénat a été assez patient. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative. Mais je veux que chacun entende une chose. En tant que groupe minoritaire et d'opposition, nous n'avons que 2 niches par an, l'équivalent de 4 textes. Vous avouerez que c'est peu, car comme vous, mes chers collègues, nous fourmillons d'idées, pas les mêmes, j'en conviens. Pourtant, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'y consacrer un de nos rares espaces. Nous ne nous résignons pas comme vous face à ce déni démocratique constaté et évident. Puisque nous sommes empêchés de débattre par le Gouvernement, le groupe CRCE met son espace à votre disposition pour cette proposition de résolution invitant le Gouvernement à envisager la poursuite de la procédure de ratification du CETA. Beaucoup de collègues nous ont interpellés sur cette formulation quelque peu alambiquée. Je souhaite vous en expliquer les raisons en toute transparence. Cette proposition a dû être remaniée 3 fois avant que le Gouvernement, fort tatillon sur la manière dont nous osions nous adresser à lui, ne daigne l'accepter et en valider la mise à l'ordre du jour dans cette niche parlementaire. Certes, c'est au Gouvernement et non au Parlement que revient l'initiative de la procédure de ratification. Et nous savons que le Parlement ne peut pas enjoindre le Gouvernement. Pourtant, avec cette proposition de résolution, nous visions non pas à empiéter sur ses pouvoirs, mais au respect de nos institutions, de la Constitution, du processus démocratique et de la compétence du Sénat, qui, je le rappelle, n'est ni optionnelle ni consultative. Il est tout de même assez surprenant, monsieur le ministre, que le Gouvernement, qui bafoue le droit du Parlement, s'insurge lorsque le Parlement ose lui rappeler de respecter notre institution et la Constitution. En somme, non seulement nous ne sommes pas consultés, mais encore rogne-t-on sur toute proposition que nous faisons. Peut-être que ces 3 refus visaient à nous faire abandonner. Raté, monsieur le ministre. C'était mal nous connaître, notre volonté et notre détermination. Si cette résolution vous déplaisait tant, monsieur le ministre, il eût été plus aisé et plus clair, plutôt que d'ergoter sur la formulation, de donner directement au bureau du Sénat le calendrier de la procédure de ratification du CETA. Et je rappelle également, monsieur le ministre, puisque cela semble nécessaire, l'article 53 de notre Constitution qui stipule que ces traités ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire que la ratification se trouve de fait soumise au vote du Parlement. Parlement qui, en France, est bicaméral. En agissant de la sorte, force est de constater que le Gouvernement donne l'impression de considérer que l'avis, les débats et les votes de la Haute Assemblée n'importent guère. Seule compterait, selon lui, l'Assemblée nationale sous la Ve République. Car le Parlement est sans cesse contourné ou malmené, et c'est le révélateur d'une crise plus profonde de nos institutions. Depuis 2017, que je suis parlementaire, je ne connais que les procédures accélérées. D'ailleurs, je vous avoue que j'aurais bien du mal à expliquer la procédure normale à cette tribune, étant donné que je ne sais pas en quoi elle consiste une deuxième lecture, même si on m'a dit qu'elle était fort utile pour bien rédiger la loi. Autre fait, comme l'a rappelé il y a quelques jours notre président Larcher,
51% des textes ont été ratifiés par ordonnance, ce qui est inédit depuis la guerre d'Algérie. Or, elles doivent ensuite être ratifiées par le Parlement. La procédure est donc au final 2 fois plus longue. Derrière le prétexte de la recherche d'efficacité ou de rapidité, c'est donc bien le débat au Parlement qui vous contrarie et que vous voulez effacer. Enfin, alors que nous traversons une crise inédite avec la Covid-19, nous pensons que la démocratie et le débat parlementaire sont une des solutions de sortie de crise. A contrario, vous considérez que le Parlement est un obstacle. La prolongation de l'état d'urgence depuis 1 an et les pouvoirs qu'il vous confère montrent malheureusement qu'une gestion de crise centralisée et concentrée dans les seules mains de l'exécutif ne sont pas gages ni d'efficacité ni de réussite. Le comble, c'est quand vous nous avez invités à débattre des mesures à prendre sur le 3e confinement, alors que tout avait été annoncé la veille à la télévision par le Président de la République. Une République dans laquelle le gouvernement, voire le Président, décide seul et où le Parlement valide sans rien dire, sans discuter, sans critiquer, est-ce bien là la République que nous voulons ? Nous pensons qu'il n'est pas souhaitable de jouer ainsi avec nos institutions. Cela renforce la défiance de nos concitoyens qui peuvent légitimement se poser la question : si le gouvernement ne respecte pas la Constitution et les institutions, à quoi alors sert-il de voter ? D'autant qu'entre l'Union européenne, les citoyens français et la question démocratique, il y a une histoire. Tout le monde se rappelle qu'en 2005, après un débat éclairé, populaire et citoyen, le peuple français avait rejeté massivement le traité constitutionnel, finalement imposé par un vote au Parlement 2 ans plus tard. C'est une meurtrissure dans le cœur des Français qui renforce l'idée que l'Union européenne est une instance technocratique, éloignée de leurs préoccupations et antidémocratique. Cela nourrit le fatalisme et le désespoir et explique en partie la montée de l'extrême droite partout en Europe. Avec le CETA, ce n'est pas le vote des Français qui n'est pas respecté, c'est le vote des sénatrices et des sénateurs qui est empêché. De bout en bout, l'histoire de ce traité pourrait se résumer en un mot : opacité. Opacité pendant les 7 longues années de négociations. Opacité ensuite dans sa mise en œuvre. Cet accord est entré en vigueur de façon provisoire il y a maintenant plus de 3 ans, le 21 septembre 2017. Un provisoire qui dure et qui concerne tout de même 90% du traité, soit les compétences exclusives de l'Union européenne. Rien que le principe de cette application, avant même que les États membres aient accepté ou non la ratification, doit nous interroger. Pourtant, ce traité dit de 2e génération devrait donner lieu à un large débat au Parlement, mais aussi à un large débat citoyen. Puisque si, comme tout accord de libre-échange, il fait tomber les barrières tarifaires et douanières, c'est surtout sur la levée des barrières non tarifaires que nous devrions avoir un échange. Remise en cause de nos normes sociales et environnementales, de nos services publics, mais aussi mise en place des tribunaux d'arbitrage privés qui permettront demain à des entreprises d'attaquer des États au nom du profit. D'autant plus que la crise de la Covid-19 l'a démontré. Tout nous invite à repenser le monde différemment. Les échanges, la circulation des marchandises et des capitaux, la relocalisation de nos modes de production ou encore la question de notre souveraineté, notamment alimentaire. Pour notre part, nous pensons que ces traités, hier, étaient dangereux, à présent ils sont caducs, ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui. Plutôt que la compétition internationale, la mise en concurrence des travailleurs à coup de moins-disant social et environnemental, il est urgent de réfléchir au contraire à la mise en commun, au partage et à sortir des biens et des services du secteur marchand, comme l'avait dit le président Macron en mars 2020. Le CETA devait être proposé à ratification au Parlement dans un délai d'1 an à compter de son entrée en vigueur provisoire. 1 an. Et ça fait 3 ans que nous attendons. Monsieur le ministre, de quoi avez-vous peur ? Il est vrai que même à l'Assemblée nationale, où votre gouvernement a une majorité écrasante, le vote pour la ratification ne l'a emporté qu'à 266 voix pour, 213 contre et 74 abstentions. Il se chuchote, ici ou là,
que vous ne l'inscrivez pas à l'ordre du jour du Sénat, car vous auriez peur d'un vote contre. Il est vrai que cet accord ne fait pas l'unanimité, c'est un euphémisme. Mais pour ma part, je n'ose y croire, car je ne peux imaginer qu'un gouvernement ne soumettrait au vote des parlementaires que des textes dont il serait certain d'emporter le vote, et qu'en cas de doute, plutôt que d'affronter le débat avec des arguments, il préférerait contourner l'obstacle. En sport, cela s'appelle un forfait. C'est en réalité un terrible aveu de faiblesse de la part de l'exécutif. Chers collègues, pour finir, vous l'aurez compris, nous n'avons pas cherché à initier aujourd'hui un débat sur le CETA en lui-même, sa pertinence et ses fondements idéologiques, bien que ce débat soit nécessaire. Vous connaissez notre opposition à ce traité, mais nous vous le disons, nous respectons chacun et chacune qui est pour. Même si nous traversons une pandémie et que les urgences sont nombreuses, cette question traverse la société, comme l'a montré l'exigence de la Convention citoyenne d'un moratoire sur ces traités de libre-échange. D'autant que la pandémie, monsieur le ministre, n'empêche pas votre gouvernement de démanteler EDF ou de réformer l'assurance chômage. Il y a donc urgence à débattre, d'autant plus, pour finir, qu'il est inconcevable que le président Macron prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er janvier prochain sans avoir respecté dans son propre pays la ratification d'un traité d'une telle importance. Chers collègues, voici toutes les raisons qui, à mon avis, nous pousseront à voter unanimement cette résolution. Je vous remercie.